Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de novembre, qui sort un peu tard, je sais, je suis désolée, mais la période novembre-décembre au niveau du boulot est pour moi la pire période de toute l'année, c'est la période la plus chargée, donc c'est pour ça, j'ai pas trop le temps de filmer, etc. Mais ça va se calmer là, donc je serai à nouveau un peu plus active. J'espère que la qualité sera ok parce que en fait aujourd'hui il fait tellement ensoleillé que même en ayant les rideaux tirés, j'ai ce grand flux de lumière. Donc bon, j'espère que ce sera pas trop gênant pour vous. Mais c'est le seul moment que j'ai là pour filmer parce que je suis encore un peu dans la période chargée. Bref, on commence sans plus tarder parce que j'ai quand même pas mal lu en novembre. Alors que c'est une période très chargée, mais en vrai certains bouquins ils sont très petits donc c'est pour ça, hein. J'ai pas tant lu que ça au final. On commence sans plus tarder et je vais faire assez bref pour celui-là parce qu'il s'agit d'un recueil de poèmes. Je vous l'ai déjà présenté très rapidement lors de mon book haul d'octobre. Il s'agit d'un recueil de 17 poèmes écrits par Marcel Pagnol, seulement âgé de 15 ans à cette époque-là. Et donc, dans ces différents poèmes, il parle de la nature du Sud, puisqu'il vient du Sud, il vient d'Aubagne, si je me rappelle bien d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus, on a des petites illustrations à chaque fois de Barbara Brun, qui sont juste magnifiques, qui respirent le soleil et le Sud. Vous me connaissez depuis le temps, vous savez que les poèmes, c'est pas trop mon truc de base. Soit ça passe, soit ça casse, mais vraiment les deux extrêmes. Et là, j'ai bien aimé parce que ça me rappelle un peu ma nature à moi, la garrigue et tous ces coins-là que j'affectionne beaucoup. Et donc, franchement, je me suis régalée, surtout que c'est très accessible. Et puis surtout, il y a énormément de rimes, d'allitération. Et c'est super agréable à lire à voix haute parce que c'est vraiment très mélodique. Ça fait des petites chansons. Je vais juste, pour vous montrer un exemple, vous lire un poème, mon préféré, qui s'intitule « Ô pâtre ». Donc c'est parti. Ô pâtre, dont la corne au son mélancolique fait tressaillir l'écho des vallons bucoliques, dont la chèvre au long poil, libre dès le matin, broute, le cou tendu, lui citise ou le teint. Ô vous, vous qui naissez dans la grande nature, qui portez dans un corps robuste une âme pure, que je voudrais goûter le bonheur infini de vivre dans vos bois où l'oiseau fait son nid, dans vos vallons si frais où la nuit, la chouette au fond d'un mur croulant dressant sa silhouette, ulule longuement, sinistre oiseau de mort, où vous dansez en rond le soir lorsque tout dort. Le jour, lorsque les boucs luttent sur l'herbe tendre, c'est votre lent pipeau que je voudrais entendre, où la Vierge, en riant derrière les roseaux, baigne son corps de marbre au cristal des ruisseaux. Voilà. Donc bref, un recueil très sympa si vous avez des enfants ou de la famille avec donc voilà des petits, ça peut être super agréable à lire avec eux. Et si vous avez un peu envie de découvrir la poésie mais de façon un peu tranquille, hein, pas de suite rentrer dans des textes de poésie très durs avec des métaphores très recherchées, ça peut être pas mal pour se lancer ou pour découvrir tranquillement. Ensuite, alors c'est pas forcément dans l'ordre, j'ai lu Quand on eut mangé le dernier chien de Justine Niogré, pareil, dans le bilan du mois d'octobre, je vous l'avais présenté. C'est un roman très court, un roman, je sais pas si on peut appeler ça d'aventure, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un roman historique, puisque ça raconte en fait l'histoire, et j'ai déjà oublié son nom, de Douglas Mawson, qui a réellement existé, qui a réellement fait cette expédition. Donc c'est mi-biographique, mi-fictif, puisqu'il y a quand même des éléments que l'auteur a un peu imaginés. Mais donc on va suivre cet explorateur qui part en Antarctique avec comme but de cartographier en fait toute une partie du continent. Avec lui, il a deux autres explorateurs assez expérimentés. Et donc, avec eux, forcément, il va y avoir des chiens de traîneau, puisqu'il y a beaucoup de matériel qu'ils doivent transporter. Et vous vous en doutez, vu le titre du roman, hein, ça va mal se passer. Voilà, ça va mal se passer. Et donc, on va suivre Douglas, comment il va réussir à survivre ou non à cette expédition. Pareil pour ses compagnons, pour les chiens, même si, bon, voilà. Vous vous doutez, ça va être assez tragique. Et c'est un roman en fait qui fait penser un peu à Jack London avec ses nombreux écrits, notamment L'Appel de la forêt que j'avais lu quelques mois auparavant.
où on nous rappelle en fait à quel point la nature est impitoyable et surtout supérieure à l'homme, que l'homme n'est qu'un petit être insignifiant au milieu de tout ça. Donc j'ai bien aimé, même si je vous avoue que par exemple par rapport à du Jack London, je préfère Jack London. Mais ça se lit, c'est sympa. Et en fait c'est surtout horrible, c'est très détaillé, c'est-à-dire que par exemple ce qui leur arrive, des blessures physiques ou autres, on a quand même les détails. Et donc ça peut être un peu dégueu, un peu gore pour certains peut-être, mais moi j'ai trouvé ça parfois un peu dégueu. Mais c'est surtout que je trouve ça fascinant dans le sens où on se dit, mon Dieu, tout ce que le corps humain quand même peut subir ou encaisser, c'est fou. Et on enchaîne avec une lecture vraiment idéale pour l'automne puisque j'ai lu le tome 2 de Mémoire de la forêt, donc de Michael Bernardo. Celui-là s'intitule Les carnets de Cornelius Renard. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le tome 1, je vais vous faire un rappel vers la vidéo puisque j'avais sorti spécifiquement pour le tome 1 une vidéo pour en parler. Et donc là, mon objectif, c'est que chaque année, je lise un tome par rapport à la saison. Donc là, d'ailleurs, je vais aller voir en dédicace l'auteur. Donc je vais acheter exprès le tome 3 qui se passe en hiver, mais je me le garderai pour l'hiver prochain. Ce qui se passe dans ce tome 2, c'est qu'Archibald, qui donc tient la librairie que son père et son grand-père ont par le passé également tenue, et ben il se fait virer de sa librairie lorsque Célestin, qui est un loup, débarque en expliquant tout simplement que la librairie lui appartient, ou du moins appartient à sa famille, que donc les renards détiennent la librairie de façon illégale. Et donc, bien sûr, Archibald comprend que c'est un lien avec son grand-père, puisque son grand-père est le premier à avoir détenu la librairie, donc il y a quelque chose que son grand-père, entre guillemets, cache, mais le problème, c'est que son grand-père a été un jour un peu comme foudroyé par un orage, et qui fait que depuis, il a un peu perdu la tête. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Parce que je vous rappelle que c'est un roman quand même de jeunesse, donc on ne dit pas les termes exacts. Par exemple, le tome 1, c'était sur la maladie d'Alzheimer, et donc ça s'appelait la maladie de l'oubli-tout, si je me rappelle bien. Enfin bref. Mais donc voilà, son grand-père, il dit un peu n'importe quoi, il se rappelle plus trop des choses, et donc Archibald va se mettre en quête de retrouver les carnets de Cornelius, son grand-père, pour essayer justement de rétablir la vérité et d'un peu comprendre... qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Est-ce que oui, la librairie appartient réellement aux loups? Et puis pourquoi dans ce cas-là, depuis toutes ces décennies, les loups n'ont pas, en fait, ne sont pas venus récupérer cette librairie? Pourquoi ce sont les renards qui s'en occupent? Etc., etc. Bien aimé parce que voilà, c'est la petite lecture toute douce qui fait penser, voilà, la période des plaids, des chocolats chauds, des petits thés, des petits biscuits à la cannelle qu'on déguste au chaud. Et qui fait du bien en fait juste pour se vider la tête. Et en tout cas, ce qui est super, c'est que, et je pense que c'est pour ça aussi que je continue cette saga et que j'aime toujours autant, c'est que il y a vraiment une enquête à mener. Et alors si vous entendez du bruit en fond, c'est mon chat qui est en train de jouer. Et en tant que lectrice, à chaque fois, je suis surprise parce que le dénouement à chaque fois est imprévisible. À chaque fois, je n'avais pas réussi à deviner que la solution ou le dénouement allait être ça. Et donc, à chaque fois, je suis surprise. Et là, pour le coup, celui du tome 2 m'a vraiment laissé sur les fesses. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi, parce que j'aime être surprise. Et l'auteur, à chaque fois, il arrive à nous surprendre. Donc, je serai là pour le tome 3. Ensuite, j'ai lu un roman historique, encore une fois de plus, mais cette fois-ci, ça se passe en Australie. Il s'agit de La légende de Molly Johnson de Léa Purcell. Et ça a été particulier, très particulier. Mais d'abord, je vais vous faire vous dire le résumé. Donc, on suit au fin fond du bush australien Molly, qui est une maman qui a 4 ou 5 enfants, elle en a pas mal. Mais surtout elle est seule à s'occuper de ses enfants parce que son mari, je crois qu'il s'appelle Joe d'ailleurs, mais bref, son mari part chaque année faire la transhumance et donc il part pendant de longs mois et donc pendant toute cette période-là, elle doit s'occuper seule de ses enfants, donc les nourrir, s'occuper de la maison aussi, mais aussi s'occuper de la sécurité de tout le monde puisque dans les bushs ça peut être très dangereux, il peut y avoir des bandits qui viennent et qui essayent de vous voler vos biens, voire de vous tuer parfois. Et donc voilà, c'est un monde un peu impitoyable.
Et quand on est une femme, c'est très dangereux d'y vivre. Et ce qui va se passer justement, c'est que le destin de Molly va être bouleversé le jour où Yadaka, un aborigène, va se retrouver sur son palier. Pour plein de raisons, mais je vais pas vous les énumérer parce que je trouve que c'est du spoil, parce que ça arrive quand même très tardivement dans le roman. Donc je préfère vous laisser la surprise et le mystère de découvrir tout ça. Pour ce qui est de mon avis, honnêtement, si je n'avais pas forcé, j'aurais abandonné le roman. Parce que les 100 premières pages, je n'ai vraiment pas du tout accroché. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Et ça va être mes points négatifs en fait sur le bouquin en réalité. Donc je vais commencer par les points négatifs. C'est que déjà, j'ai eu du mal au niveau de la narration. Parce qu'on a une narration qui bouge énormément. En fait, enfin, on n'a pas une narration fixe. C'est-à-dire qu'on a à la fois un narrateur externe et un narrateur interne. On a plusieurs narrateurs en fait, voilà, c'est-à-dire qu'un coup on va avoir un paragraphe écrit avec un narrateur donc externe, donc à la troisième personne du singulier, et puis un coup on va passer au narrateur interne où là on va voir le point de vue d'un personnage directement. Et donc c'est ça qui m'a un peu déroutée, c'est de passer de il ou elle à d'un seul coup je. Pourquoi? En fait, c'est ça que je me suis posé comme question, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas avoir soit directement qu'un narrateur externe et à la limite omniscient, ou alors voilà plusieurs narrateurs mais que ceux des personnages, mais pas un narrateur externe aussi. Donc ça c'est le premier point qui m'a dérangée parce que même ça m'a un peu déconnectée. Je me disais mais pourquoi, enfin, et puis pourquoi dans ce cas-là faire un paragraphe, et puis surtout que ça change en fait. On a un long paragraphe, parfois va durer une page, et puis la page suivante on rechange, et la page d'après on rechange. On change tout le temps en fait, donc c'est ça qui m'a un peu déroutée. Mais bizarrement, j'ai fini par m'y faire au bout d'un certain temps. Mais j'ai fini vraiment par m'y faire, ça me choquait même plus. Deuxième point qui m'a dérangée, c'est, comment dire, sans que ce soit mal interprété, le féminisme forcé. C'est-à-dire que on a compris, l'auteur, enfin l'écrivaine, est féministe. Ok. Ces personnages féminins sont féministes. Mais en fait, c'est la façon dont c'est amené, j'ai trouvé que c'était trop, c'est-à-dire que vraiment on veut forcer, faire comprendre près du lecteur que le féminisme c'est très important, c'est bien, et que les femmes sont très fortes et qu'elles sont superbes surtout, vraiment superbes les femmes, vive les femmes, et que certains hommes, beaucoup d'hommes, vous êtes un peu des sauvages quoi. Et puis que seriez-vous que seriez-vous sans la femme? C'est un peu ça en fait. Et donc ça m'a gênée parce que je suis pas contre des touches de féminisme, mais quand c'est imposé de cette façon-là, là ça me fait grincer des dents parce que moi là-bas j'étais venue pour lire un roman en Australie, de l'époque avec les Bush, les bandits et puis les aborigènes, mais pas pour le féminisme, allez. Non, enfin j'étais pas là pour un roman engagé sur ce point-là quoi. Sauf que c'est ce qu'on a, et par exemple on a l'un des personnages, alors je sais plus comment elle s'appelle, Louise ou un truc comme ça, ou plus du tout, hein, j'ai du mal à retenir les prénoms sur le long terme moi, mais bref, on a un personnage qui vient justement du Royaume-Uni et qui est un peu, pas forcément de la noblesse, mais en tout cas pas des pauvres, ça c'est sûr, pas de la classe pauvre, qui veut venir justement en Australie avec son mari pour aider les femmes. Sauf que quand on voit sa vie de famille avec son mari, j'ai pas du tout aimé comment c'est présenté, parce que c'est vraiment, mais je vous jure, c'est tellement exagéré. C'est vraiment le truc en mode... Quand on a le point de vue du mari, c'est mais que serais-je sans ma femme, oh là là. Et quand on a le point de vue de la femme, c'est oh là là, mais la femme en fait c'est elle qui a sauvé son homme de tout. Mais lui en fait sans elle c'est un peu une merde quoi. Enfin ah là là, il a tellement de chance de d'avoir une femme. Et ça me saoulait en fait parce que c'était ça tout le temps. Et il y avait un côté très dominatrice en réalité là-dedans, de la femme qui en réalité domine l'homme et contrôle un peu le truc, enfin bref. Bon, après là on parle dans la psychologie, mais ça m'a dérangé. Heureusement, passé un certain moment, ça se calme. C'est-à-dire que vraiment l'auteur arrête de faire ce forcing avec le féminisme, et d'un seul coup l'histoire en fait passe beaucoup mieux. Et puis surtout là d'un seul coup on a vraiment une histoire qui arrive, c'est-à-dire que le résumé là en fait
c'est enfin au bout de la centième, enfin passé les 100 premières pages que enfin on arrive dans le vif du sujet. Et donc c'est là que ça devient super intéressant et que là par contre, autant les 100 premières pages, il m'a fallu peut-être 3 heures avant d'y arriver, vraiment. Autant la suite, je l'ai dévoré parce que là, j'ai adoré. J'ai enfin eu ce pourquoi j'étais venue. Donc, ce roman au final, je le recommande, malgré le début très laborieux. Parce que après, ben, on a enfin, voilà, c'est les vrais sujets qui sont abordés. On a vraiment de l'action aussi, il se passe des choses. Et puis surtout, on s'intéresse enfin à Molly, parce que je trouvais que les 100 premières pages, au final, on développait pas tant l'histoire de Molly que ça. Et après, on a vraiment un beau portrait qui se dresse de cette femme qui est très très forte. Et là, j'ai beaucoup aimé, parce que pour le coup, bah, le portrait qui a été fait d'elle, j'ai trouvé, était pas du tout dans justement la propagande d'une idée ou de quoi que ce soit. C'est juste le portrait d'une femme forte qui en fait est une maman et que tout ce qui compte pour elle, c'est ses enfants avant tout, avant même sa propre vie. Et enfin bref, faut le lire pour comprendre, parce que je vais pas non plus spoiler, je veux pas donner trop d'infos parce que c'est des éléments d'histoire, mais voilà, là j'ai vraiment aimé. J'en dis vraiment pas plus parce que sinon en fait je vais commencer à donner des éléments de l'histoire qui sont tellement qui arrivent tellement tardivement que voilà, je veux pas en parler pour pas spoiler. Mais si vous êtes curieux, que vous voulez en savoir un peu plus sur voilà, l'Australie de l'époque, parce que pareil, il y a quand même des éléments historiques qui sont donnés, donc pour ceux qui n'auraient aucune info, qui ne connaîtraient pas du tout le contexte, pour le coup, vous pouvez avoir vraiment un apport à ce niveau-là, quoi. Et on termine avec le dernier bouquin, mais je vais faire assez rapide parce que je vais vous rediriger vers la vidéo. J'ai sorti une vidéo où je parle un peu du bouquin déjà, un vlog lecture, parce que vous savez, je me lance dans ça, je teste les vlogs lecture, donc bon, je vais voir si ça marche ou pas, et puis surtout si ça intéresse... pourquoi pas. Et puis je le ferai forcément pour tous les bouquins que je lis, mais de temps en temps, voilà, faire les vlogs, sachant que le concept c'est juste de me filmer pendant que je lis, enfin pas pendant que je lis, plutôt après que je vienne de lire, pour partager à chaud mes réactions à différents moments d'un livre. Voilà. Mais donc j'ai lu et je me suis filmée, mais que pour la fin en fait en réalité, sur le roman de Melissa d'Acosta qui s'intitule La faiseuse d'étoiles, qui est mon tout, oui ça te Kat, qui est mon tout premier roman de Melissa d'Acosta et qui ne sera pas mon dernier parce que ça a été un énorme coup de cœur. L'histoire, je suis obligée je suis obligée de légèrement spoiler parce que le résumé ne parle pas de ça directement, mais en gros, on va suivre Arthur, qui est un petit garçon, qui vit dans une famille très aimante. Vraiment, il a une famille très saine. Mais le souci, c'est que sa maman, elle a une maladie. Et ses jours sont comptés. Mais ça, Arthur ne le sait pas. Nous, en tant que lecteurs, on le sait parce qu'on le devine très vite, parce qu'on est des adultes, on sait ce que c'est la maladie. Lui, c'est un petit garçon, il le sait pas, il le comprend pas, et surtout, ses parents ne vont pas lui dire la vérité. C'est-à-dire que sa mère va faire le choix de lui mentir, en fait, et de lui parler d'une mission sur la planète d'Uranus où elle doit aller pour un temps indéfini. Et donc, on va suivre Arthur, et justement, à travers Arthur, ce qui va se passer pendant tous ces mois jusqu'à ce que, malheureusement, le jour fatidique arrive. Et donc, c'est une histoire bouleversante, forcément, puisque il se passe pas des choses très joyeuses. Et donc, on va voir justement, en fait, les mensonges qui s'accumulent, mais aussi comment toute une magie est créée, puisque la mère d'Arthur déborde d'imagination, si je me rappelle bien, elle s'appelle Clarisse d'ailleurs. Et donc, en fait, elle imagine plein de choses et avec son fils, du coup, il se crée un autre univers, un autre monde où justement, il n'y a que du positif et où la nature aussi est très, très, très importante. À la fois, ce roman traite donc du deuil, mais aussi de la nature, je trouve. En tout cas, elle joue un rôle très important dans ce roman-là. Elle est énormément mise en avant. Et je trouve que c'est aussi un magnifique appel à se reconnecter avec ce qui nous entoure, que ce soit certes nos proches, mais aussi et surtout la nature qui nous enveloppe et qui nous accueille. Et ça a été bouleversant. La plume de l'auteur est magnifique. Pourtant, c'est très simple. Mais justement, c'est percutant, c'est efficace. Et les métaphores
qui sont très accessibles, donc sont d'une douceur et d'une bienveillance. En fait, ce roman, c'est vraiment de la bienveillance pure et dure, la vraie bienveillance, que tout le monde utilise ce mot à tort et à travers tout le temps. En étant professeur, je peux vous dire que le mot bienveillance, je l'entends aussi très souvent, mais là, non, on a vraiment... Pour moi, c'est la bienveillance. Vous allez pleurer, je pense. Enfin, si vous ne pleurez pas, je suis assez surprise parce que moi-même qui pleure très 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 rarement, j'ai beaucoup pleuré sur ce roman. C'était magnifique et j'ai tellement aimé que je veux vraiment relire du Melissa d'Acosta parce que maintenant je comprends pourquoi elle marche aussi bien, pourquoi elle vend autant de bouquins, parce que waouh, si tous ces bouquins sont comme ça, oui, non, elle mérite cette reconnaissance, quoi. C'est bouleversant, mais en même temps, je vous dis, la fin est très libératrice. C'est-à-dire que à la fin, j'ai pleuré, mais plus de libération que de chagrin. Parce que malgré tout, raconter des mensonges, c'est pas forcément bien. Enfin, ça apporte aussi malheureusement des mauvaises choses, surtout sur le long terme. Et c'est ce qu'on va voir après, puisque Arthur, vers la fin du roman, n'est plus le petit garçon de 5 ans comme au début. Et donc voilà, ce deuil-là va apporter des fardeaux avec. Et on va voir comment justement à la fin, les personnages arrivent enfin à s'en défaire. Et c'est ça qui est très libérateur et qui fait que... on se sent un peu plus léger sur la fin du roman, même si, voilà, on reste quand même profondément ému. Ça y est, c'est la fin de ce bilan lecture du mois de novembre. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou si certains, justement, vous font de l'œil. Et puis, en attendant, il y aura peut-être un vlog qui sortira entre-temps. Voilà, ou d'autres vidéos de je ne sais quoi, sait-on jamais, hein, parce que j'ai toujours des idées dans ma tête, mais il faut après que je les exécute, que je les mette en place. Mais bon, on se reverra dans tous les cas très prochainement. N'hésitez pas pour me soutenir à mettre un petit like sur la vidéo si vous a plu par exemple, mais aussi par exemple à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous êtes abonné, vous pouvez toujours partager mes vidéos, ça permet de gagner en visibilité. En tout cas, merci du soutien et je vous dis à très bientôt.